Chers amis, bonsoir. Nous sommes le 26 mars 2025. Vous êtes sur Paix et Guerre pour une 64e mondoscopie. Je perds toujours les numéros, mais je pense que c'est bien la 64e. Je suis heureuse de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler de deux sujets importants, évidemment, c'est-à-dire où en sommes-nous dans les pourparlers et les perspectives de paix sur le front ukrainien. Et la deuxième, ce sera le Moyen-Orient, mais plus précisément les bruits et les inquiétudes autour de la possibilité ou d'un scénario d'une guerre avec l'Iran où seraient impliqués les États-Unis. Et ça me permettra de vous parler de ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs, l'affaire de la conversation secrète qui a été éventée, qui était sur Signal, entre des officiels américains de très très haut rang, puisqu'il y avait quand même le vice-président, le conseiller à la sécurité nationale et quelques autres, et un journaliste de l'Atlantique, qui est le rédacteur en chef, qui n'est pas précisément du même bord a priori. Enfin, tout ça, ça portait sur un plan de frappe, enfin l'idée de frapper pour les États-Unis le Yémen. Bon, et ça a évidemment des implications internationales et aussi d'ailleurs domestiques. Bref, voilà les deux points que nous allons étudier ce soir. Merci de liker, de partager cette vidéo, de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au cercle Paix et Guerre et de m'aider en faisant tout cela. Alors, ah oui, je dois aussi vous dire que ce samedi sortira un nouvel entretien géopolitiquement incorrect où j'ai eu le plaisir de parler et de recevoir Idriss Aberkane et où nous avons discuté beaucoup de choses. Donc je vous invite à regarder ça dès samedi, ça devrait sortir en fin de matinée a priori. Mais vous serez prévenus de toute façon pour ceux qui sont inscrits naturellement, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bon, alors, Riyad, deuxième round de discussion, de négociation, toujours extrêmement bilatéral. Ça, c'est quand même ce qu'il faut maintenant que chacun comprenne bien, c'est-à-dire que s'il y a un jour la paix en Ukraine et même en Europe, ce sera grâce à l'initiative prise par le président Trump et à l'écho que lui fait le leadership russe, en tout cas le Kremlin et le président Vladimir Poutine. C'est pas grâce aux Européens qui font tout l'inverse, et c'est pas non plus grâce aux Ukrainiens qui font tout pour que ça n'arrive pas. Alors, là, que s'est-il passé? Donc, il y a eu des pourparlers depuis en fait dimanche dernier. Voilà ce à quoi on est arrivé. Les États-Unis et la Russie ont confirmé leur intention de remettre en œuvre ce qu'on a appelé le Grain Deal, c'est-à-dire l'accord sur les céréales. Mais la Russie a bien fait une prise de position disant que ce nouveau Grain Deal, si vous voulez, serait soumis à des provisions, à des conditions, si vous voulez, c'est-à-dire déjà que les États-Unis mettent en œuvre les conditions qui étaient prévues pour le premier accord sur les céréales de 2022, c'est-à-dire le fait d'en finir, de lever les sanctions et les autres obstacles à l'exportation par la Russie de tous ces biens agricoles, c'est très très étendu, hein, compris marins, maritimes, enfin les pêcheries, tout ça, et les engrais. Bon, l'Ukraine a accepté dans des pourparlers dont je vous reparlerai séparés, donc elle a accepté de remettre en œuvre aussi, de respecter ce nouveau Green Deal. Et la Russie et l'Ukraine ont aussi confirmé leur volonté, leur disponibilité à mettre en œuvre un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques. Alors,
Il faut savoir que le premier Green Deal de 2022 devait être renégocié en 2023, non, en 2024, pardon, parce que en fait l'Ukraine avait changé d'avis à la dernière minute et en fait elle s'était servie des pourparlers à l'époque qui visait justement à remettre en œuvre cet accord sur les céréales pour tromper en fait la Russie et préparer son invasion de Koursk, dont on sait ce qu'il est advenu, c'est-à-dire rien, si ce n'est des dizaines de milliers de morts ukrainiens notamment. Et voilà, les Ukrainiens avaient fait ça parce qu'à ce moment-là, c'était l'ancienne administration, il n'y avait pas eu assez de pression sur l'Ukraine, et donc tout ça était parti en vrille. Bon, il faut évidemment se dire que le président Zelensky et tout ce qu'il y a autour sont de toute façon pas fiables d'une manière générale. Donc il n'est pas certain que tout ça aille mieux cette fois-ci, hein. Il faut pas être trop sûr non plus, mais il est certain, en revanche, que les pressions américaines, notamment la suppression temporaire de l'aide militaire et du renseignement, même si ça n'a pas duré longtemps, enfin le petit coup de pression donné par les Américains aux Ukrainiens, les ont quand même fait changer d'avis, et en tout cas, voilà, pour tout dire, ils n'ont plus le choix, et c'est comme ça qu'on peut arriver à ces percées dans les négociations. Ceci dit, encore, l'Ukraine continue ses attaques, a de manière répétée violé le cessez-le-feu du premier round de Riyad sur les infrastructures énergétiques et va probablement violer le second, et y compris peut-être même celui sur la mer Noire. Mais enfin, ce qui est le plus important de comprendre, et ce qui a été très clair et très manifeste dans ces récents pourparlers de Riyad, c'est qu'il y a une confiance qui est en train, malgré tout, de s'installer, et en tout cas un respect entre les présidents Poutine et Trump et leurs équipes. Et ça veut dire qu'ils ont quand même, on est sur la bonne voie, parce que ça veut dire que tous les deux ont envie et intérêt, pour évidemment diverses raisons, de garder le processus de négociation vivant, voilà, et de le faire se poursuivre et se renforcer. Donc, ça veut dire aussi que le prochain pas, s'il n'y a pas de rupture, si tout ne repart pas en eau de boudin, eh bien, ça pourrait être la négociation d'un cessez-le-feu plus complet. Et là, on abordera évidemment la discussion sur les territoires. Mais en fait, on s'achemine, si vous voulez, et c'est quand même dommage d'avoir perdu tout ce temps, vers des accords Istanbul plus, quoi, Istanbul 3 peut-être, ou Istanbul plus. C'est-à-dire, Istanbul, vous savez, c'est cet accord qui avait presque été conclu en avril 22 et qui a été détruit, déchiqueté par l'intervention de Boris Johnson et aussi d'ailleurs des Polonais à l'époque. Bref, pour l'instant, voilà ce à quoi on est arrivé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe, parce que ça renseigne beaucoup sur le rapport de force entre les parties, entre les diverses parties. Et celles qui sont là, celles qui ne sont pas là, comme l'Europe, et celles qui sont là, mais j'allais dire aside, hein, à côté, sur plus qu'un petit strapontin. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dimanche, il y avait donc eu un premier round entre les Américains et les Ukrainiens, mais ça a duré très très peu de temps, hein, ça a duré 40 minutes, je crois. Puis, il y a eu donc mardi 12h30 de pourparlers entre les équipes russes et américaines qui étaient au niveau des experts, qui n'étaient pas au plus haut, c'était pas les grosses gâchettes si vous voulez. Il n'y avait pas de Lavrov, il n'y avait pas de Rubio, il n'y avait pas de Valls, il n'y avait même pas Vitkov, l'envoyé spécial, il n'y avait pas Ryabkov non plus du côté russe. Donc eux, ils ont pris des délégations d'experts pour parler de choses précises, alors que les Ukrainiens, eux, ils ont envoyé une délégation de plus haut niveau avec leurs poids lourds, le ministre de la Défense, les conseillers proches de Zelensky, etc. En tout cas, ce qui est sûr,
c'est que là, les Ukrainiens, que ce soit avant la séquence de 12h30 entre Russes et Américains ou après, ça a duré, on tue un rendez-vous avec les équipes américaines, donc avant et après, qui a duré 40 minutes avant et 30 minutes après. Donc ça veut dire très clairement, on les tient au courant de leur sort. On peut trouver ça scandaleux, mais en fait, là aussi, c'est un effet de réalité. Ça remet l'Ukraine à sa place, malheureusement, et son peuple qui meurt depuis 3 ans pour être juste un outil d'une politique américaine qui désormais a changé. Donc on les tient au courant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'il devait y avoir un communiqué conjoint américano-russe, mais que Zelensky s'y est manifestement opposé. Et pourquoi s'y est-il opposé ? Parce qu'il avait l'intention, lui, de faire une conférence de presse et de dire ce qu'il fallait penser, n'est-ce pas, de ce qui avait été discuté ou décidé entre Russes et Américains. Et en fait, donc, après avoir dit qu'il y aurait une conférence de presse, puis avoir dit finalement qu'il n'y en aurait pas, voilà, pour faire plaisir à Zelensky, quand les Américains ont compris qu'en fait, ils voulaient leur couper l'herbe sous le pied et dénaturer tout ce qui venait d'être négocié avec les Russes, ils se sont empressés de faire des communiqués, les Américains puis les Russes, qui ont été très clairs, où ils ont bien dit ce qui avait été discuté, négocié et décidé. Donc ça veut dire que l'Ukraine, là encore, et son pouvoir, qui est de plus en plus chancelant, en tout cas celui de Volodymyr Zelensky, sont clairement remis à leur place. Donc les Américains ont fait des communiqués disant qu'ils avaient l'intention de faire donc il y avait cette intention de faire un cessez-le-feu en mer Noire. Les Russes ont dit que le trafic commercial ne serait désormais plus utilisé par les Ukrainiens, les bateaux ukrainiens en mer Noire, pour planquer des armes en fait, hein, pour faire venir des armes. Qu'il y aurait un régime d'inspection des bateaux ukrainiens, et notamment avec les Américains, et que les Russes aideraient pour tout ça et pour la reprise, si vous voulez, en fait, des livraisons et du commerce russe par cette voie-là en matière de produits agricoles et d'engrais. Donc, on revient au Grain Deal de 2022, dont les Russes avaient fini aussi par se retirer, parce qu'il y avait tellement de trafic d'armes qui se faisait à la faveur de ces bateaux qui transportaient soi-disant du grain, qu'ils avaient compris que, bon, ça n'irait pas. Alors, les conditions, c'est que toutes les sanctions américaines soient levées sur les biens agricoles et les engrais russes. Donc, c'est un peu ce dont je vous parlais il y a 1 ou 2 mondoscopies déjà, où je vous disais que l'arrière-plan, si vous voulez, économique est fondamental, en fait, dans cette reprise de dialogue et dans ses chances de succès, d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a des choses très concrètes, très économiques, sur lesquelles les Américains et les Russes sont en train de s'entendre. Il y a ceci, qui est rendu public, il y a les négociations sur Nord Stream 2, voilà, il y a des choses, même dans l'Arctique, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être discutées, mais en fait au plan économique, entre Russes et Américains. Donc ça va, c'est bien sûr le deal de 22, mais en mieux, hein. Voilà, avec la fin de l'interdiction pour les bateaux russes de s'assurer, enfin bon. Donc, c'est très intéressant de voir vraiment que là, bon, c'est quand même clairement une victoire russe sur ce point-là, sur ce round-là. Vous me direz que les Américains n'ont pas grand-chose à perdre. Ils ont intérêt à ce que ça avance, à ce qu'on aille vers ce que Donald Trump souhaite, c'est-à-dire un cessez-le-feu global. Et c'est évidemment l'Ukraine qui prend le coup en pleine face. Et puis, bien sûr, les Européens. Parce que les Européens qui continuent et bien sûr les Français et les Britanniques plus que les autres, qui continuent à battre les tambours de la guerre, n'est-ce pas, et à
à expliquer qu'ils vont mettre des troupes au sol, qu'ils vont réarmer l'Europe, qu'ils vont faire tout un tas de choses, eh bien, vont être vraiment, sont mis au bord du précipice, au bord du gouffre, c'est-à-dire soit ils continuent à faire de la résistance et à chercher à saboter en fait la paix et tout ce qui est fait et tout ce qui va continuer d'être fait entre Russes et Américains, soit ils vont être obligés d'en rabattre et de finalement suivre ce que va faire l'Amérique. Alors, parce qu'il y a tout aussi, il y a un volet économique, bancaire à cet accord, il y a la reconnexion à SWIFT, il y a en fait l'autorisation pour toutes les banques russes de pouvoir de nouveau commercer comme elles le faisaient auparavant. Ce que voulait Zelensky, c'était que les ports et d'autres types d'infrastructures soient concernés par le cessez-le-feu, ça n'est pas le cas. Donc, si vous voulez, il y a un fait accompli, là, très net, que les Américains ont provoqué, que les Russes acceptent, enfin, jouent le jeu, parce que c'est à leur avantage. Et évidemment, les Européens et Zelensky sont complètement furieux, parce qu'ils sont en fait hors jeu. Donc, je suis désolée, mais enfin moi ça fait ça fait tellement longtemps que je le dis que c'est triste de devoir finalement le constater aujourd'hui, mais en même temps, voilà, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire le réel ne peut pas être éternellement mis sous le tapis, caché sous des narratifs complètement délirants. Il y a une réalité militaire, il y a une réalité politique, il y a une réalité diplomatique, il y a une réalité géopolitique, stratégique. Et cette réalité, c'est qu'il est vu, il est considéré à Washington qu'il est de l'intérêt des États-Unis, de l'intérêt national des États-Unis, de reprendre langue avec la Russie et d'arriver sur un certain nombre de sujets à ne plus être dans une hostilité ouverte, mais dans un dialogue musclé, mais néanmoins, voilà, marqué par une forme de respect mutuel. Bon. Donc, les États-Unis veulent avancer, ils veulent faire ce cessez-le-feu global, le reste du monde aussi le veut, parce que le reste du monde aussi veut que se débloquent un certain nombre de voies de commerce, et on en parlera tout à l'heure pour le Moyen-Orient, et donc il est très probable que tous ces gens fassent aussi pression sur les Européens, et qu'à un moment donné, eh bien, tous les cris d'orfraie et de fureur et de haine anti-russe proférés à Bruxelles, mais aussi malheureusement à Paris ou à Londres, finissent par ne plus être entendus par personne. Bon, les Russes s'en moquent, mais ça fait longtemps. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres pays, y compris en Europe, qui ont bien compris que voilà, il y a tout avait changé. Voilà. Donc il était temps d'en tirer quelques conclusions. Alors, les Russes ont été aussi très clairs que sur la phase des territoires, et ils l'ont fait savoir, même si ça n'est pas officiellement dit à ce stade, ils veulent que les 4 oblasts qu'ils ont en partie conquis ou reconquis, de leur point de vue, depuis 2022, leur soient intégralement transférés. Donc, a priori, sur les limites administratives de ces 4 oblasts, je pense il se dit qu'il n'y aura pas beaucoup de discussions possibles. Je parle même pas de la Crimée, bien sûr. Donc, il va y avoir peut-être des négociations, en fait, sur la Russie va-t-elle continuer à avancer ou peut-elle prendre d'autres choses, et ces choses-là peuvent être négociées, voire même peuvent n'être pas prises pour servir de matière première à la négociation et à un accord global. De toute façon, les États-Unis, il faut bien comprendre, sont d'accord avec ça. C'est pas céder à Poutine, c'est juste que leurs intérêts nationaux sont ailleurs. Ils ne sont pas dans le fait de continuer à aider l'Ukraine. Et d'ailleurs, dans les médias anglo-saxons,
Chez nous, pas du tout, évidemment. Mais dans les médias anglo-saxons, le narratif évolue. Il y a quand même un certain nombre de journaux qui commencent à dire assez clairement que c'est plié, c'est mort, c'est fini pour l'Ukraine. Et puis il y a même des papiers de la Defense Intelligence Agency américaine, ou même des papiers, collectifs, si vous voulez, de la communauté du renseignement américain, qui disent que voilà, l'Ukraine a perdu, que l'aide supplémentaire militaire ne servira à rien, que les Russes sont très avancés au plan militaire et technologique, bref, qu'il faut tirer les conclusions de tout ça et arrêter les frais. Bon. Alors, évidemment, vous imaginez à Bruxelles, à Londres, à Paris, l'Europe, elle est en PLS. Vraiment, là, c'est triste d'en rire, de devoir en rire, mais c'est quand même le cas. Parce qu'en fait, elle n'a pas compris, elle ne veut toujours pas comprendre, et ça va peut-être prendre encore quelques mois, qu'elle a perdu la guerre. Mais pas seulement la guerre contre la Russie, qu'elle a voulu mener en proxy de deuxième rang, si vous voulez, pour le compte de l'administration Biden et des réseaux néocons qui l'infiltrent depuis des décennies. Elle l'a pas perdu seulement contre la Russie, où là c'est tellement évident, mais contre elle-même, parce que en forçant comme elle le fait, au prétexte de la souveraineté stratégique européenne, le fédéralisme, en jouant les prolongations du conflit, elle est en train d'accélérer son suicide stratégique. C'est-à-dire sa démonétisation stratégique. Je ne comprends pas que nos gouvernants ne comprennent pas ça, tellement c'est évident. Bon, manifestement, ça ne, encore une fois, comme je dis toujours, ça monte pas au cerveau, en tout cas pas dans tous les cerveaux. Donc, mettre des troupes, ça va pas marcher. Rearm Europe avec un argent dont on n'a pas le premier copec. Ça va servir à quoi? Ça veut dire on va aller emprunter aux États-Unis pour acheter des armes américaines. Bon, même l'Allemagne avec son nouveau chancelier là qui arrive, qui parle de 150 milliards donnés au réarmement de l'Allemagne, de 500 pour les infrastructures, etc. Ça va faire quoi? Ça va juste faire de la dette allemande et européenne. Donc tout ça, on voit bien que c'est se payer de mots, et jusqu'à quel point se paye-t-il de mots, c'est ça toute la question. C'est se moquer de nos peuples, c'est clair aussi, et tous les gens qui prêtent la main à ce discours et qui le prolongent et qui le relaient se moquent vraiment de ce qui reste de démocratie dans nos pays. Et à la fin, on va avoir quoi? On va continuer à acheter des armes américaines, plus d'armes américaines. Pourquoi? Pour payer des commissions, des gens, des lobbies, des intermédiaires, pour nourrir des partis. C'est quoi l'idée à la fin? Ça ne sera certainement pas une Europe souveraine ou autonome stratégiquement, parce qu'il n'y a pas d'Europe fédérale sur le fond. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'harmonisation possible de nos cultures, de nos histoires, de nos identités, de tout. Voilà. Bon. Donc voilà, ça c'est ce que je pense. D'ailleurs, on voit bien que les plus malins, les plus intelligents, et qui d'ailleurs déclenchent des critiques de leurs homologues, comme Giorgia Meloni, disent clairement qu'ils n'ont pas l'intention de participer à ce qu'on appelle la coalition of the willing, n'est-ce pas? La coalition de ceux qui veulent absolument aller se mettre face à la Russie sur le territoire ukrainien. Bon, ça c'est... ça fait pas envie à tout le monde. Donc je pense que ça va prendre du temps, mais l'Europe va se soumettre. Voilà. L'Europe va se soumettre. L'Europe va se soumettre et ça, ce qui est le plus important à comprendre, c'est vraiment qu'il y a ce découplage maintenant très net, très clair, et que plus on met de temps à le reconnaître, plus on s'enfonce en fait, dramatiquement. Parce que Poutine et Trump commencent à se faire confiance, nourrissent le respect mutuel, que leurs représentants ont de très bonnes relations de travail les uns avec les autres, que les deux présidents ont bien conscience des défis, et je pense que ça a pris un peu de temps aussi côté américain pour prendre la mesure, de la réalité de la position de force russe,
et de ce qu'il allait devoir faire pour que ça marche véritablement, pour arriver à un accord, et aussi pouvoir en finir avec les menaces et les dangers d'une guerre nucléaire, qui est quand même, ça c'est un objectif qu'ils partagent très largement. Les Américains, ils veulent pivoter vers l'Asie et donc ils veulent en finir avec toutes ces questions européennes qui ne mènent à rien. Et la Russie, elle veut évidemment se reconcentrer sur son développement socio-économique, ce qu'on peut comprendre, et donc en finir aussi avec cette guerre. Alors vous me direz, le pire n'est jamais sûr, mais enfin le pire peut aussi advenir. Si l'Ukraine continuait ses violations permanentes du cessez-le-feu et que la Russie devait finalement répondre brutalement, ou si la Russie continuait à prendre des positions militaires vraiment de plus en plus importantes et que Trump était obligé d'abandonner les pourparlers parce que ce serait trop difficilement vendable. Ce que je pense, c'est que même dans ce cas-là, ils se parleraient. Ils se parleraient pour expliquer la situation et pour que les équipes se parlent aussi et pour éviter une reprise des combats, une implication de l'OTAN importante et la reprise en fait de la proxy war, quoi, de la guerre par proxy. Bon, ceci dit, il y a encore 3 défis qui restent entiers, mais c'est vraiment à la partie américaine, très largement, d'être déterminée pour les dépasser et de le faire. 1, il faut arrêter le sabotage qui est fait par tous les éléments du Deep State vis-à-vis des plans de Trump, parce que ça c'est très embêtant. Il y a beaucoup de gens qui sont à la manœuvre, en Europe bien sûr, où le Deep State se réfugie très largement et active ses réseaux, mais aussi aux États-Unis, et ça pourrait empêcher les Américains de lifter enfin de lever les sanctions américaines contre la Russie, et ça c'est ça le nœud, c'est ça le nœud. Vous voyez, c'est pas simplement ce qui va arriver à l'Ukraine militairement, socialement, économiquement. C'est derrière ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de verrous qui sautent aussi. Donc, mettre le Deep State au pas, c'est en cours, mais c'est pas fini, c'est clair. Ensuite, il faut faire pression, et pression très fortement, sur l'Ukraine pour qu'elle accepte la paix. Et ça veut dire stopper complètement l'aide militaire. Et ça, c'est pour moi, c'est le point le plus dirimant, et c'est celui que Trump doit comprendre vite maintenant, parce que sinon les combats vont continuer, même à petit niveau, même à bas bruit, si vous voulez, même si la Russie va lentement. Bon, parce que ça pourrait donner si on continue à fournir des armes aux Ukrainiens, ça peut leur donner des idées de faire, pourquoi pas, un nouveau Koursk, hein, ou de frapper des centrales nucléaires, par exemple, comme ils l'ont fait avec Zaporizhia depuis des années. Et puis la troisième chose, c'est mettre les Européens au pas, les empêcher d'interférer, les empêcher de s'ingérer dans ces accords, pas seulement quand il y a des pourparlers, où là clairement ils sont pas là, on ne veut pas d'eux parce qu'on sait très bien qu'ils vont juste servir à faire des manœuvres dilatoires et à empêcher les choses d'avancer, mais d'une manière générale. Et là, les plus vicieux sont hors de l'Europe, si j'ose dire, mais sont en train d'y revenir par la petite porte. Ce sont évidemment les Britanniques qui font tout avec Keir Starmer pour continuer à faire semblant de pouvoir, n'est-ce pas, continuer à aider l'Ukraine jusqu'au bout, mais jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de sa mort, on ne sait pas très bien. Bon, donc ça va être très intéressant de voir les prochaines étapes, évidemment.
Et puis ensuite, il y aura bien sûr donc la question des territoires, et puis bien sûr la question de la surveillance de la ligne de cessez-le-feu, ou qu'elle soit définie, déterminée. Et pour ça, il faut une mission d'observation et de contrôle neutre. Neutre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas d'Européens à l'intérieur, à vrai dire. Il ne faut évidemment pas de membres de l'OTAN, mais même il ne faut pas d'Européens, d'Occidentaux, si vous voulez, à l'intérieur. Et il faut des mécanismes de vérification et de respect du cessez-le-feu qui trouvent l'accord de toutes les parties. Donc ça va prendre beaucoup de temps, mais moi, je suis quand même globalement assez optimiste parce que je pense que la volonté supérieure à la fois à Washington et à Moscou est là. Et voilà. Et les autres, finalement, ne sont pas en position de pouvoir vraiment s'opposer à cette volonté. Bon. Donc, et puis il y a tout ce qui se passe aussi derrière la scène, dont on n'entend pas parler. Si ça se trouve, on est déjà beaucoup plus avancé. Et je pense d'ailleurs qu'on est plus avancé. Donc ce qu'il faut, c'est que les deux présidents continuent à bien se comprendre, qu'il n'y ait pas de malentendus, qu'il y ait des lignes directes de contact, de possibilités, voilà, qu'il y ait un contact permanent. Même si les États-Unis voulaient un cessez-le-feu global avant le 20 avril, bon, ça me paraît un peu hasardeux de rêver de ça, mais ça va venir. Ça va venir, c'est inévitable en fait. C'est la question, c'est quand et à quelles conditions, sur quelle position des uns et des autres. Bon, c'était mon premier point. Deuxième point, le Moyen-Orient et le contexte d'une montée des tensions, largement à l'initiative d'Israël, qui fait tout pour pousser les États-Unis à s'impliquer et à aller taper l'Iran. Parce qu'en fait, c'est l'objectif israélien depuis très longtemps. Et la pression continue, y compris bien sûr sur la nouvelle administration américaine. Ce serait, à mon avis, une très très grosse erreur et les États-Unis pourraient payer un prix à la fois économique et politique énorme s'ils se laissaient entraîner dans une telle folie. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, Netanyahou est en mauvaise position. Il a cassé le cessez-le-feu, il reprend ses opérations, il y a beaucoup de manifestations en Israël pour demander sa démission, on le critique pour prolonger la guerre pour en fait des motifs finalement assez personnels qui touchent à ses diverses implications, inculpations, problèmes judiciaires au sens large. Il a en plus démissionné, enfin il a viré un certain nombre d'officiels israéliens en matière de sécurité. Il essaie de reprendre, comme tout depuis longtemps, le contrôle sur l'appareil judiciaire lui-même. Bref, il n'est pas en bonne posture, quoi qu'on dise, au plan politique interne. Et en fait, tous ces réseaux aux États-Unis et partout font pression sur Trump et ses équipes pour préparer ou en tout cas appuyer une campagne de frappe sur les infrastructures nucléaires iraniennes. Bon, on dit que ce serait sans conséquence pour les États-Unis, naturellement. C'est le vieux rêve de Benjamin Netanyahou, naturellement. Ça n'a jamais été dans l'intérêt des États-Unis et c'est là qu'il faut quand même mettre un coup à un mensonge énorme, c'est-à-dire il aurait été de l'intérêt des États-Unis, comme l'avait expliqué Benjamin Netanyahou dans diverses enceintes officielles américaines depuis des années et des années, de taper l'Irak, de taper la Libye, de taper l'Iran, voilà. Il faut se souvenir qu'en 2002, après septembre 2001, 3000 morts, Israël a fait pression, a expliqué, a été largement à l'origine
cette espèce de mensonge énorme, mais auquel les Américains se sont prêtés finalement, le pouvoir américain, sur les armes de destruction massive qui auraient été en possession de Saddam Hussein, sur ses liens avec Al-Qaïda, enfin bref, voilà. Donc tout a été fait pour faire en sorte que les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak. Ce qu'ils ont fait, je rappelle que cette guerre a fait 1 million de morts côté irakien, a coûté 3 trillions de dollars, a fait près de 5000 morts américains en service, 32 000 blessés, c'est ce qu'on appelait l'opération Iraqi Freedom, n'est-ce pas, liberté pour l'Irak. Tout ça, c'est à cause des mensonges qui ont été véhiculés à l'époque par Israël, par ses soutiens, par aussi une partie de l'establishment américain qui est rentré dans cette espèce de manuel terrifiant qui est toujours le même, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on crée un prétexte, on ment au peuple américain en lui expliquant qu'il y a une menace. Ah bon ? En quoi l'Irak menaçait les États-Unis ? On ne sait pas. On la rend folle, c'est-à-dire on la monte en sauce, si vous voulez. On crée donc des peurs complètement irrationnelles. On explique qu'il n'y a qu'une action militaire qui pourra mettre fin aux dangers, aux menaces, aux peurs, etc. Et puis on bombarde. Voilà. Donc Benjamin Netanyahou, à l'époque déjà, en septembre 2002, il y avait une audition au Congrès où il avait expliqué, il avait témoigné, n'est-ce pas, que l'Irak et Saddam Hussein étaient une menace directe sur l'Amérique parce que, à cause de leur programme d'armes de destruction massive, bon, qu'on n'a pas trouvé, et qu'il y avait aussi une menace nucléaire, qu'ils allaient proliférer. Voilà, et il avait déjà en tête derrière la Libye et l'Iran. Et bien sûr, quand on lui disait, mais puisque c'est une telle menace, pourquoi vous le faites pas, vous bon, il disait non, nous on veut que ce soit les Américains qui le fassent, voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu l'axe du mal, et puis la campagne de shock and awe, shock and awe, vous savez, c'est choc et effroi. Campagne de bombardements massifs, campagne de frappes aériennes, depuis des sous-marins, avec des missiles de croisière, enfin tout ce qui s'est passé, et puis Saddam, bien sûr, qui a été déposé et puis pendu à la fin. La Libye, même chose. Là, c'était Hillary Clinton qui était au département d'État à l'époque, mais il y avait aussi des pressions françaises, des pressions britanniques, des pressions de l'OTAN, des pressions de l'UE sur le Congrès pour accélérer les actions contre la Libye. Et finalement, Obama et Hillary Clinton l'ont emporté. Donc, même chose, voilà. Nous avons prêté la main, nous Français notamment, à la destruction de la Libye. Kadhafi a été déposé, Kadhafi a été tué, conditions épouvantables. Tout ça, ça a coûté plus d'1 milliard de dollars. Et Obama, d'ailleurs, des années plus tard, a admis que c'était probablement la pire décision de sa présidence. Bon. Mais pour l'Iran, c'est encore une autre affaire. Il faut se souvenir qu'en juillet dernier, le 25 juillet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors qu'il était en plein ennui judiciaire, si vous voulez, sous le coup d'une enquête criminelle, etc., par le système judiciaire israélien, s'est adressé au Congrès. Il y a eu, je crois qu'il y a eu près de 60 standing ovations dans son adresse.
donc dans son discours, et il s'est adressé donc à tous les membres réunis du Congrès en expliquant que l'Iran était non seulement l'ennemi mortel d'Israël, mais aussi celui des États-Unis. Voilà, parce que son axe de la terreur, n'est-ce pas, est une menace pour l'Amérique, pour Israël, pour les amis arabes d'Israël, etc., etc. Les intérêts étaient inséparables. Bon, voilà. Alors, tout ça, c'est le contexte, si vous voulez, qui est un contexte, en fait, de complaisance de l'establishment politique américain, et notamment de la nouvelle administration, vis-à-vis des desiderata et des menaces perçues d'Israël. Et en l'espèce, c'est un rival, l'Iran. C'est un rival plus à mon avis, un ennemi militaire. Mais enfin. Alors, que se passe-t-il? Bon, depuis le 7 octobre et depuis la réaction israélienne, c'est-à-dire l'offensive israélienne sur Gaza, avec son cortège d'horreur, voilà. Les Houthis, en fait, du Yémen, qui ont une population extrêmement jeune. La moyenne d'âge au Yémen, c'est 18 ans. C'est vraiment, ils ont un budget militaire, je crois, qui est un millième de celui des États-Unis. Donc, c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Donc, les Houthis du Yémen, en fait, c'est les seuls. Le Yémen, c'est le seul pays qui véritablement mène une guerre contre Israël à propos de Gaza, contre ce qui se passe à Gaza, contre ce que fait Israël à Gaza. Et évidemment, il cible les navires israéliens, les bateaux commerciaux israéliens en mer Rouge, etc., etc. Donc, le président Trump, depuis qu'il est revenu au pouvoir, a reconnu que c'était il les voit comme un proxy de l'Iran, et il y a évidemment quand même un lien entre l'Iran et les Houthis, et il a menacé les Houthis et donc l'Iran des foudres de l'enfer, en fait, à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il a eu des réponses assez sans équivoque de l'Iran face à ces menaces, mais il a surtout expliqué que toutes les frappes faites par les Houthis seraient en fait considérées comme des frappes faites par l'Iran contre les intérêts américains qui ne sont pourtant pas targetés. C'est pas les navires américains qui sont ciblés par les Houthis, les navires israéliens. Ça gêne d'ailleurs aussi les Chinois, si vous voulez. Il y a un moment où c'est vrai que ça devient très compliqué, mais en même temps, comme Israël maintient ses opérations à Gaza, les Houthis maintiennent les leurs. Voilà. Donc, les États-Unis ont relancé la campagne de pression maximale, dite de pression maximale, qui cherche à casser, à gêner, à affaiblir les secteurs iraniens pétrochimiques, en gros. Voilà, tout ce qui est pétrole et autour, et bien sûr, 4e round de sanctions sur les ventes de pétrole iranien. Bon, on se rappelle aussi que c'est sous Trump 1 que les États-Unis s'étaient retirés de l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà. C'est aussi sous Trump 1 qu'a été assassiné le général Qassem Soleimani, à l'aéroport de Bagdad, et ça, c'était aussi quelque chose qui n'est pas, qui est de sinistre mémoire pour les Iraniens. L'Iran a beau expliquer qu'il ne veut pas la bombe, il y a une fatwa du guide Khamenei expliquant que ce n'est pas possible, que le développement des armes nucléaires n'est pas possible, etc., etc. Trump a dit qu'il voulait un accord pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, et il a besoin évidemment de la Russie pour ça. Il a expliqué qu'il voudrait bien obtenir ça sans avoir besoin de les bombarder, mais au moment où il dit ça, il y a des bombardiers B-52 qui sont donc capables de délivrer des bombes nucléaires, qui font des exercices conjoints avec les forces israéliennes. Voilà,
exercice dont l'objectif est de préparer, enfin de drill, de répéter d'éventuelles frappes contre les infrastructures souterraines de l'Iran en matière nucléaire. Bon, donc tout ça, ça rappelle un peu ce qui s'était passé en 2011. Il y avait eu un certain nombre d'exercices d'interopérabilité entre les Britanniques et les Français à l'époque, et ça avait en fait précédé la campagne véritable qui avait été lancée contre la Libye en 2011. Donc, on voit là quand même depuis quelques semaines qu'il y a vraiment une dialectique du conflit et que ça escalade doucement, rhétoriquement, mais pas seulement, militairement aussi, puisque il y a eu des frappes sur les Houthis. Voilà, il y a eu des frappes sur les Houthis. Bon, moi, je pense que c'est vraiment pas dans l'intérêt des Américains et même dans l'intérêt du président Trump lui-même de se lancer dans une telle folie. L'Iran, c'est un peuple de 90 millions d'habitants, c'est une société technologiquement très avancée, c'est une société qui a une armée d'1 million d'hommes à peu près, c'est 3%, avec toutes les sanctions, 3% du pétrole mondial. Quelles peuvent être les conséquences si jamais les États-Unis se laissaient malgré tout faire par Israël et prêtaient la main, soit en soutien, soit encore pire en première intention, je ne pense pas que ce sera en première intention, à des frappes sur l'Iran? Qu'est-ce qui pourrait se passer économiquement déjà? Déjà, le prix du baril, qui est à peu près autour de $70 en ce moment, pourrait exploser. On peut arriver à 150, à 200 $ le baril. Ensuite, le détroit d'Ormuz, qui est quand même un des corridors majeurs pour le transport du pétrole, pourrait être interrompu par les Iraniens. Les infrastructures pétrolières dans le Golfe, y compris les infrastructures saoudiennes, pourraient être ciblées par les Iraniens en représailles. Bon, vous me direz, tout ça, c'est ce que veut Israël, évidemment, pour casser aussi le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait une panique sur les marchés consécutive à tout ça, que le gaz aussi pourrait augmenter considérablement, que les réserves stratégiques de pétrole américaines ne suffiraient pas à compenser l'explosion des prix, et aussi d'ailleurs le fait que les consommateurs commenceraient à faire des stocks eux-mêmes. Ce serait extrêmement mauvais. Alors, on peut se dire, mais les Américains n'ont qu'à augmenter leur propre production, etc. Mais ça ne sera jamais suffisant et jamais assez, assez rapide, si vous voulez, pour remplacer les fournitures de pétrole du Moyen-Orient. Parce qu'il y a des capacités de raffinement qui sont limitées, parce qu'il y a des infrastructures qui sont aussi contraintes, parce qu'enfin tout ça ne se fait pas comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait provoquer pour l'économie américaine? Une explosion de l'inflation, des risques de récession, une instabilité des marchés, une baisse des consommations des ménages, pendant que les prix de la nourriture et d'un certain nombre d'autres biens, eux, augmenteraient, les prix du transport, les prix de l'agriculture, les prix de tout ce qui est manufacturé aussi. Bref, ce serait la récession américaine. J'imagine que le président Trump est bien conseillé, qu'il a de savants économistes autour de lui qui lui expliquent que ce serait une folie douce, parce que la Réserve fédérale devrait aussi réagir, et elle réagirait très probablement en remontant les taux, ce qui a aussi, pour contrôler l'inflation, mais ça a évidemment des conséquences sur le marché, sur l'activité, sur l'investissement, sur... Bon. Donc, on arriverait en fait à une stagflation, et on arriverait peut-être un peu à ce qui s'était passé dans les années
en 73 là avec l'embargo sur le pétrole, c'est-à-dire une inflation qui monte, une croissance qui descend, donc une stagflation. Voilà. Hein, je suis pas très forte en économie, mais ça j'ai compris. Et donc, quel est l'intérêt américain de se lancer là-dedans? Voilà. Donc, il faut espérer que Trump saura résister aux pressions qui sont faites sur lui en ce moment, parce que sinon, politiquement, il risque aussi, évidemment, très lourd. Il risque de perdre aux midterms les majorités qu'il a au Congrès, au Sénat, à la Chambre des représentants. Donc il peut y avoir vraiment un renversement politique dramatique, en fait, pour les républicains. C'était arrivé dans les années 30, avec Franklin Roosevelt, le New Deal, tout ça, c'était, voilà, à l'époque avec Hoover, enfin bon, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, mais il faut vraiment que les États-Unis se gardent de toute intervention directe ou même indirecte en appui d'Israël, si jamais Israël faisait la folie de se lancer dans une attaque contre l'Iran. Bon. Alors, comment tout ça va évoluer? Il faudrait que Trump aussi soit capable de dire à Netanyahou on est amis jusqu'au bout, mais c'est le bout en fait. Voilà, c'est le bout maintenant là. Il faut arrêter. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin parce qu'en plus, si l'économie américaine est en danger, est en crise profonde, il y aura d'autant moins de ressources pour aider Israël. Vous l'imaginez bien. Bon, donc tout ça m'amène à mon dernier point, qui est un petit point de conclusion, qui est le point sur donc le scandale qui vient de sortir il y a quelques jours, mais maintenant ça sort dans nos presses à nous. C'est qu'il y aurait eu une conversation signal, pas confidentielle du tout, pas protégée, pas cryptée, pas codée, pas rien, entre le vice-président, Vance, le conseiller à la sécurité nationale, Valls, et quelques autres, à propos de ce qu'il fallait faire ou pas concernant des frappes américaines sur les Houthis. Donc il y avait Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, le John Ratcliffe, le CIA, le Secretary of State, donc ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, le vice-président J.D. Vance et le ministre de la Défense, le Secretary of Defense, Pete Hegseth. Bon, et puis quelques autres. Mais il n'y avait pas que. Il y avait un journaliste de The Atlantic et il était là dans la distribution list, malheureusement. Et donc, il s'est empressé de leaker, de faire fuiter tout ce qui s'était dit dans cet échange. Alors, il n'y a pas de secret sur le ciblage précis de frappes américaines sur le Yémen. Donc, voilà. Mais c'est un manque de professionnalisme évident. Alors ça fait les gorges chaudes à Washington, les démocrates sont trop contents. Évidemment, ils demandent une enquête, etc., etc. Ils essaient d'exploiter le scandale et éventuellement d'ailleurs de faire démissionner un certain nombre de ceux qui sont impliqués dans cette discussion sur des choses graves via un canal extrêmement léger. Bon. C'est embarrassant, mais je pense que c'est pas gravissime. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir ce qui s'est dit dans cette conversation. Selon Vance, donc c'est un échange entre eux, ils sont tous ensemble et ils discutent sur Sinal. Et Vance, le vice-président, est manifestement le plus raisonnable et le plus opposé à des frappes américaines sur les Houthis. Il explique que
le président Trump pourrait avoir comme principale motivation, en autorisant de telles frappes, d'envoyer un message, pas aux Houthis, aux Iraniens, via les Houthis. Et aussi que les États-Unis espèrent que à la fois l'Égypte et l'Europe, en échange du retour à la navigation, à la liberté de navigation dans la région, parce que s'il y avait des frappes, là, ils s'imaginent qu'ils vont restaurer la liberté de navigation en mer Rouge, il leur devrait quelque chose. Voilà. Il est dit dans cette conversation que les Américains en ont un peu assez de faire des fleurs aux Européens. Les Européens, il faut savoir que 40% du commerce de l'Europe passe par le canal de Suez, alors que l'Égypte, par exemple, c'est 3%. Mais bon, il ne faut pas oublier que Trump a dans l'idée de forcer les Égyptiens à récupérer la population de Gaza. Bon, et que Sisi a récemment dit qu'il perdait 800 millions par mois du fait de l'insécurité qui est maintenant sur cette voie navigable, du fait du blocus en fait par les Houthis. Donc voilà, ceux qui échangent sur ce fil signal disent bon, en fait on va leur faire des fleurs, quoi, à la fois aux Égyptiens et aux Européens. Mais on est les seuls à pouvoir le faire sur la planète. Et voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement leur demander en échange. Bon, donc il y a cette idée de Trump qui est que les Égyptiens acceptent les réfugiés palestiniens de Gaza. Il veut aussi que les Européens lui achètent encore plus de LNG. De gaz naturel liquéfié, pardon. Mais tout ça, c'est de la spéculation, c'est pas dit en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est aussi la dimension israélienne de cette conversation, parce que l'un des arguments que le secrétaire d'État à la Défense, donc Exet, partage, c'est que finalement, il vaudrait mieux que ce soit les Israéliens qui frappent les premiers, voilà, au lieu de juste attendre, parce que Vance il dit on devrait attendre, on devrait reculer. Bon, il est pas très favorable, on le sent bien, mais il dit on peut attendre encore 3 semaines, 1 mois. Et Exet dit mais non, ce serait mieux que ce soit les Israéliens qui commencent. Comme ça, il sera pas dit que c'est nous qui avons déclenché cela. Donc avec des représailles peut-être moins fortes sur des intérêts strictement américains. Donc ça veut dire aussi que les États-Unis ne se font pas d'illusions sur le fait qu'Israël ne partagera pas forcément ses plans d'action ou ne coordonnera pas forcément son action au Yémen. Ou ne dira pas aux États-Unis en amont des frappes, voilà, on va frapper, sachez-le. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé sur le fait de reprendre les attaques sur Gaza. C'est que Israël l'a fait voilà, de sa propre initiative. Je suis pas sûre que les États-Unis aient été au courant en amont. Donc, en tout cas, clairement, les États-Unis n'ont pas forcément envie d'être à l'initiative d'attaque sur les Houthis, et plutôt se verraient en train de voler au secours des Israéliens ayant initié cette attaque. Voilà, plutôt que d'être en amont, et plutôt d'essayer d'être là pour restaurer une forme de dissuasion. Donc ça montre qu'en fait Trump, même s'il risque de faire une erreur folle en intervenant d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, en premier rang ou en deuxième rang, il veut surtout il s'imagine qu'il va envoyer un message à l'Iran, et que l'Iran va comprendre, je ne sais pas quoi d'ailleurs, et que c'est ça l'idée américaine. Bon,
Mais ça montre aussi, en fait, que les Israéliens et les Américains ne sont pas forcément dans un dialogue aussi ouvert et aussi complet qu'on ne pourrait le penser. Ce qui est intéressant, d'abord parce que y a quand même un certain nombre de gens dans le leadership américain, notamment au Pentagone, dans les structures permanentes militaires, de renseignement, de diplomatie, enfin du ministère des Affaires étrangères américain, qui ne sont pas forcément d'accord avec cette approche extrêmement agressive d'Israël, et surtout avec le fait que les États-Unis devraient forcément les soutenir dans cette approche. Et donc, voilà, on peut se demander peut-être, et moi je me le suis demandé immédiatement, mais je me trompe sans doute, pourquoi ce rédacteur en chef de The Atlantic était mis dans cette boucle Signal? Est-ce que c'était pas une manière, enfin moi c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, de faire dégonfler en fait la possibilité, la probabilité ou la montée vers une décision de frappes américaines contre le Yémen. Je pense que ça n'est pas un scénario complètement improbable, peut-être juste une maladresse, une erreur regrettable, etc. Une faute de sécurité, surtout de sécurité, de l'information. Mais ça peut être aussi une manière, si vous voulez, à partir du moment où il y a une fuite, le plan est éventé, donc on ne le met pas en œuvre. Donc tout le monde est au courant. Les Iraniens sont au courant aussi, les Houthis sont au courant. Donc c'est peut-être une façon en fait de se mettre en situation de ne pas devoir faire ce qu'on était progressivement poussé à faire. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Pas très clair aujourd'hui, pardonnez-moi, je suis très fatiguée. Sans compter que, évidemment, les États-Unis n'ont aucune idée probablement de « et après ». Comme d'habitude, c'est bien gentil de frapper, mais « et après ». Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir du Yémen ? Là, les Saoudiens et les Émiratis qui ont fait de grosses promesses d'investissement aux États-Unis n'ont pas forcément les mêmes vues et donc ne feront pas forcément pression de la même manière sur l'administration américaine. Il faut rappeler que les Saoudiens ont promis, je crois, 1,3 trilliard de dollars en investissement aux États-Unis, et les Émiratis, eux, 1,4. Voilà, dans l'économie américaine. Ils ont promis des investissements. Donc, vous voyez, c'est une manière de s'assurer des bonnes grâces américaines, mais c'est aussi une façon d'avoir un moyen de pression sur l'administration américaine. Or, ils ne sont pas d'accord sur ce que doit devenir le Yémen et qui doit diriger au Yémen. Donc on peut avoir, voilà. En tout cas, rien n'est manifestement prévu, parce qu'il ne suffit pas de bombarder. Qu'est-ce qui se passe après ? Sans compter les réactions de l'Iran, évidemment. Voilà, je vous quitte sur un peu en queue de poisson, mais là, je suis déjà trop longue. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que tout cela vous aura malgré tout intéressé. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ores et déjà samedi en fin de matinée pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect avec Idrissa Berkane comme invité. Je vous souhaite une belle soirée. Likez, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous, suivez-moi. Au revoir chers amis.